passé et l'avenir au secours du présent. Le beau est toujours bizarre. Non, je n'y crois pas. Rien ne distingue les souvenirs des autres moments. Le bizarre est souvent beau. C'est cette bizarrerie qui le fait être particulièrement le beau. Le beau bizarre Non, oui, pour moi, oui. de Zineb Souleimani. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans le beau bizarre, un espace sonore libre et hybride, un espace qui peut aussi retourner dans l'enfance. On va dire oh, tout de suite, votre corps, il appartient pas à vous, ils appartiennent à nous, c'est nous qui sommes responsables de votre corps. Après, il y a une autre amie qui s'appelait Yasmine qui m'a dit non mais t'as entendu ce qu'elle a dit ? Si l'enfance est un âge de passage, comment ce passage est organisé par la société pour formater des adultes en devenir ? Comment une forme d'essentialisation s'est construite autour d'un âge considéré vulnérable et incomplet ? Peut-on parler d'une domination d'adulte vis-à-vis de l'enfant traité comme mineur ? À quel type de violence invisible, acceptée voire encouragée, les enfants sont-ils exposés ? Pourquoi ces violences participent-elles de la domination adulte ? Enfant au sens latin est celui qui ne parle pas. Mais que dirait-il et elle si depuis leur premier âge, il et elle sont considérés comme des êtres entiers ? Quelles alternatives à construire pour sortir de la binarité de l'approche éducative, soit protectionniste, soit répressive ? Des questions et bien d'autres sont nécessaires pour déconstruire les évidences et les normes posées autour de cet âge. Léa Drouet a voulu approcher ces questions pour s'asseoir à côté de l'enfance et non pas la regarder par-dessus. Elle propose J'ai une épée, son dernier spectacle créé au Kunsten Festival des Arts à Bruxelles, avant de le tourner en France et notamment au Printemps des Comédiens à Montpellier. Léa Drouet est mon invitée dans ce 45e épisode du Beau Bizarre. Léa Drouet, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation dans le Beau Bizarre. On va commencer par l'écoute du premier extrait de Contexte, si vous voulez bien. Léa Drouet est une artiste qui a été déjà présentée plusieurs fois au festival et c'est quelque chose qu'on essaie de faire et d'accompagner beaucoup aussi au festival, la possibilité vraiment de suivre un parcours artistique dans sa complexité. On sait qu'un projet artistique une pratique artistique, est toujours beaucoup plus complexe qu'un projet. Donc il s'inscrit vraiment dans une temporalité, dans un parcours que parfois n'est même pas linéaire, mais passe par plein de choses ou d'éléments contradictoires, et c'est ça aussi qui est très beau dans les pratiques artistiques. Et je pense que c'est vraiment aussi le cas de Léa qui a été présentée plusieurs fois, et souvent avec des projets très différents les uns des autres. Et là, en 2021, on avait présenté un projet qui s'appelle Violence, dans lequel Léa était vraiment revenue à l'idée je dirais presque d'un projet de théâtre dans lequel prendre la parole. Pareil, c'était un monologue qui évoquait vraiment la possibilité d'un récit presque forensique et politique autour d'un crime politique ici en Belgique. Et après, on a commencé à travailler avec Léa sur ce nouveau projet. Et je pense que le point de départ de Léa était vraiment une réflexion sur l'école et sur le système scolaire comme fabrique de citoyenneté. Savoir que l'école n'est pas un espace neutre, mais c'est un espace dans lequel certaines valeurs sont toujours transmises aux enfants. Et donc, que l'imaginer comme un espace neutre est assez problématique parce qu'au contraire, il s'agit juste d'une transposition de ce qui peut être dit et pas dit dans notre société. Et donc ça, c'est un peu le point de départ de Léa, cette réflexion sur l'école, mais aussi, là aussi, à partir de certains épisodes politiques assez importants qui touchent en quelque manière le milieu scolaire, et justement cette question sur la limite de la liberté d'expression, je dirais. Et je dis ça pas parce que le projet, le discours de Léa n'est pas simplement le fait que tout doit pouvoir être dit. Je pense que dans toute société démocratique, on pose des limites sur ce que peut être dit et non dit. Donc, mais je pense que ce qui est problématique parfois dans le discours sur la liberté d'expression, c'est de ne pas affronter effectivement le fait que même dans les sociétés démocratiques, il y a des choses qui ne peuvent pas être dites, mais de rester dans une sorte de flou, comme si la liberté d'expression était une liberté totale. Et ça, c'est aussi à l'intérieur, en quelque manière, du milieu scolaire, en quelque manière. Et Léa ouvre donc justement ce projet dans lequel
elle parle de la place, en quelque manière, aussi de la liberté d'expression et à l'intérieur de l'école, c'est-à-dire à l'intérieur d'un contexte dans lequel on est face à des mineurs qui devraient être mis en quelque manière dans une situation de, en quelque manière, confiance pour pouvoir s'exprimer et pour apprendre aussi l'espace politique aussi de la prise de parole. Et le projet est vraiment construit dans cette réflexion sur cet espace en quelque manière, et c'est pour ça que j'ai parlé de fabrique des citoyennetés, parce que c'est un espace dans lequel on apprend aussi à identifier les limites du discours public. Léa Drouet, vous êtes donc metteuse en scène et interprète, basée à Bruxelles, et dans le cadre du Kunsten Festival des Arts, vous présentez au Théâtre National votre dernière pièce intitulée « J'ai une épée ». On vient d'entendre Daniel Blanca-Goubet, l'un des 2 directeurs artistiques du festival, qui parle à la fois d'une forme de compagnonnage qui existe vis-à-vis de votre travail et donne déjà le sujet de votre nouvelle pièce avec ce thème autour de l'enfance. Donc, d'ailleurs, je crois que le titre vous a été inspiré par votre fille. Pourquoi avoir choisi de regarder autour de l'enfance ? Quel est le point de départ de ce nouveau projet ? Il y avait deux désirs en fait, il y avait 2 mouvements. Il y avait d'abord un mouvement que je continue à avoir depuis Violence, depuis la pièce précédente, de s'approcher de certaines violences institutionnelles et en même temps de se décadrer de ces violences institutionnelles pour aller voir là où ça résiste, quoi. Ça c'était un des mouvements. Et puis le deuxième, qui existait déjà un petit peu dans Violence, mais m'approcher de l'enfance, et en fait parce que de la manière dont on s'approche de l'enfance en fait est contenu beaucoup de problématiques liées à l'approche d'un sujet en fait, puisque l'enfance, moi que je pense on devrait parler d'être dans leur moment d'existence qu'est l'enfance, quoi, et non pas des enfants, parce qu'en fait en faisant ça on essentialise ce qu'on fait avec les femmes, hein, par exemple, mais on essentialise un moment de l'existence, en l'occurrence pour les enfants, on en fait une figure, un sujet, et c'est très facile, une fois qu'on a fait des existences, des sujets, de s'approcher d'eux et de les regarder de haut, quoi. De les regarder de haut ou de venir, je sais pas, être un peu extraire un petit peu de la matière depuis eux. Enfin, il y avait cette approche, je voulais pas l'avoir, dans une sorte de hauteur, en fait. Et du coup, je me suis dit, mais comment est-ce que je fais pour pas regarder l'enfance comme des sujets à observer, comme ça, comme une relation un petit peu, comme avec la nature, quoi, où on va regarder de près, découper, étiqueter, délimiter en fait des choses. Et je me suis dit, bon, alors il faut s'asseoir près de l'enfance, et s'asseoir près de l'enfance, c'est regarder les choses depuis l'enfance, et aussi depuis sa propre persistance d'enfance en soi, quoi, qui vit en nous, enfin plus ou moins éteinte, parce que c'est pas des trucs très valorisés en fait quand on est adulte de faire persister notre enfance, mais voilà. Et pour regarder les institutions, donc pour regarder, s'asseoir près de l'enfance, pour regarder les institutions qui sont là pour soi-disant soit les protéger, soit les punir. En gros, il y a deux types d'institutions qui tournent autour des enfants. Et je trouve que c'est très parlant, enfin, du coup, de se mettre auprès d'eux pour regarder ce que les institutions leur fait, quoi. Dans Le Beau Bizarre, on aime beaucoup écouter les extraits et s'appuyer sur eux pour continuer. Donc voilà, je lance déjà le deuxième. Si on part d'abord du modèle protectionniste, qui est peut-être le modèle qui va vous paraître le plus évident, dans le sens où c'est celui par lequel on a l'habitude spontanément de réfléchir. Donc l'enfance, on considère que c'est le début d'une série d'étapes au sein de l'existence humaine, donc qui va donc de la naissance d'un individu à la puberté, à la majorité. Or, ces séries d'étapes, elles sont lues comme intégrées à un schéma de développement physique et mental. Donc dans le modèle de la page blanche, l'enfant, c'est ce vide, c'est ce feuillet qui n'est pas encore entamé et dans lequel il est nécessaire d'inscrire des connaissances afin de parvenir à une maturité. Donc l'enfant, c'est un possible qui n'est pas encore advenu, qui n'a pas encore abouti, et c'est aussi un passage. C'est un stade que l'on cherche à dépasser et que l'on veut dépasser. Dans ce cas-là, ce mode de conception, on peut l'appeler, on peut considérer que c'est une structure téléologique de raisonnement. Donc téléologique, c'est ce qui se rapporte au but final, au fin. Donc dans ce cadre-là, l'enfant, il est conçu comme état de manque par rapport à l'état final qu'est l'adulte. On considère en effet que l'enfant, il est particulièrement incomplet dès lors qu'on l'envisage à l'aune de l'âge adulte, et c'est l'âge adulte qui constitue la référence ultime du raisonnement. Donc on part de l'âge adulte, d'une certaine maturité adulte, et en négatif, on vient interroger les structures enfantines en essayant de comprendre en quoi ces structures sont en manque. Vous le
disiez, donc il y a une approche protectionniste, répressive. Ici, le chercheur Tal Pieterborough-Merckx, lors d'une conférence donnée à l'ENSBA à Lyon. Et dans cet extrait, il tente de poser la manière dont la société se comporte avec l'enfance, dans une approche donc protectionniste, définissant l'enfant comme incomplet, en miroir avec l'état adulte, qui serait l'état d'aboutissement à atteindre. C'est ce qui vous a intéressé aussi dans votre recherche, d'aller regarder de près les structures, donc les approches, l'organisation déployée tout autour de l'enfance, pour mesurer comment elle impacte et formate cet âge de passage, qui n'est donc a priori pas naturel. Oui, c'est vraiment ça. C'est comment les représentations qu'on se fait des êtres et des existences vont à un moment donné modeler les institutions qui vont les encadrer. Et donc, il le dit très bien, si on considère l'enfance comme un manque, quoi, ou comme une vulnérabilité, ou comme une menace, en fait, il y a toujours, on oscille avec l'enfance entre ces deux représentations, soit à protéger, soit à réprimer, à redresser. Et ben du coup, si on a ce type de représentation, évidemment, les institutions, elles vont se former, elles vont prendre la forme des représentations qu'on a de l'enfance, quoi. Et en l'occurrence, c'était très intéressant pour moi de m'approcher de la relation à l'enfance, parce qu'en fait, on peut retrouver les mêmes types de relations quand on parle, je sais pas, des personnes issues de l'immigration, les femmes, toutes ces personnes qu'on considère comme des personnes à élever, quoi. Enfin, vraiment comme... Il y a vraiment ce même rapport d'élévation par la culture, je sais pas quoi, qu'on pourrait avoir, condescendante et infantilisante, qu'on pourrait avoir pour des personnes étrangères, par exemple. Et c'est très frappant. Enfin, j'y voyais vraiment des relations, des types de relations entre le regard qui domine, en fait. Ces différents regards qui dominent. Par exemple, on parle aussi d'ailleurs, on parle des mineurs, hein, c'est là où je me suis rendu compte. Ah ouais, donc la plus grande des minorités, enfin les mineurs, c'est vraiment les enfants. Et puis, il y a aussi tout un vocabulaire, un champ sémantique presque libéral, capitaliste, de croissance, de trucs comme ça, où il faut toujours penser en expansion, ou en accumulation de connaissances, par exemple, à l'école. Et donc tout ça, c'est des rapports liés à des représentations qu'on a. C'est pas, on le naturalise, parce que, évidemment, comme avec les femmes, c'est pareil, on naturalise ces rapports, mais en fait, c'est des rapports construits, quoi. Enfant dans le sens latin, et celui qui ne parle pas. Mais j'aimerais donner ici un peu la parole aux enfants aussi, si vous voulez bien. A appris à être obéissants envers les adultes parce que soi-disant ils doivent être plus respectés. Pour moi, que ce soit petit, grand, garçon, fille, on doit avoir le même grade de respect. Chacun a des émotions, chacun a des droits. On est tous des humains, des êtres humains. Nous, on n'est pas des vulgaires animaux. On a très bien le droit d'avoir le même respect que celui des adultes. Si on est un enfant et quelqu'un est grand, on lui doit le respect naturellement, alors que lui, il ne respecte pas directement. En fait, il y a certaines personnes qui abusent de leur pouvoir, ou par exemple quand on fait quelque chose d'une manière, elles nous parlent mal parce qu'elles préfèrent qu'on la fasse à leur manière plutôt. Et ça, j'aime pas trop. Un trop court extrait du très bon podcast de Charlotte Bien-Aimée, un podcast à soi. Et dans cet épisode consacré à l'autodéfense des enfants, elle a cherché à donner davantage la parole aux concernés. Et je me demandais comment, dans votre processus de création, vous avez pris en compte cette parole-là comme matière nécessaire à injecter à votre corpus de travail. Lamia Mellal est une chercheuse en anthropologie qui fait une recherche sur les politiques sécuritaires mises en place dans les établissements scolaires depuis les attentats et l'impact que ça a sur les corps et les affects des jeunes musulmans et de leurs camarades, puisque ça impacte aussi les autres. Dans un lycée des quartiers nord de Marseille qui s'appelle le lycée Diderot, et j'ai pu avoir la chance de l'accompagner à un moment donné et de rencontrer ses paroles. Donc ça, c'est des paroles plutôt de jeunes personnes, presque adultes. Et en fait, leurs paroles, puisqu'en fait, ils ont fait avec Lamia, ils ont fait ils ont accompagné la recherche de Lamia, où c'est plutôt Lamia qui leur a donné des outils de méthodologiques d'entretien anthropologique pour qu'ils aillent questionner leur propre établissement scolaire et faire une enquête en fait sur la question des discriminations, la question du sexisme et la question de l'islamophobie au sein de leur école. Et ça, c'est un des parcours, une parole qui a compté. Il y a une autre histoire qui est l'histoire d'une enfant accusée d'apologie du terrorisme, où là, il a été question à un moment donné que je rencontre la famille, mais en fait, j'ai décidé de ne pas le faire parce que c'est pareil, on peut avoir un rapport d'extraction des histoires et de retourner auprès des personnes qui subissent des violences et de leur reposer toujours les mêmes questions. Il y a aussi un truc que j'avais pas
je me sentais pas suffisamment à l'aise pour le faire. Mais du coup, il y a ma fille, il y avait trop parle de l'enfant, il y a ma fille qui m'a beaucoup inspirée dans ses jeux, quand elle avait 3 ans et demi, dans ses jeux que j'ai enregistrés, enfin dans ses jeux avec moi que j'ai enregistrés, parce qu'il y avait une forme d'autodéfense enfantine qui était liée à l'imaginaire. Là, pour le coup, elle était vraiment dans un moment où toute angoisse, tout stress était formalisé en un jeu autour des monstres, des forêts, des enfants perdus. Enfin, on a tous un peu cette petite phase, quoi, mais elle a eu fort. Et c'était vraiment très inspirant de voir comment elle se défendait de ses peurs, quoi, en regagnant la maîtrise par le jeu, en fait, des situations. Et j'ai l'impression que c'est vraiment ce que je fais avec le théâtre, en fait. C'est regagner une maîtrise des événements qui me parviennent et qui me font violence, comme des événements qui se passent en société et qui me font violence, en le rejouant. Et après, il y a une parole qui n'est pas une parole verbale, qui nous a beaucoup accompagnés, en disant c'est quoi se mettre auprès de l'enfance pour qu'on puisse avoir un biais pour regarder les choses. Et en fait, tout de suite, la question du sensible, donc la question de la lumière, la question de la scénographie, la question du son, la question de la musique, la question de... c'était très important parce qu'il y a d'autres types de langage que ceux de la parole. Et je me rappelle, en tout cas, moi, enfant, j'étais très, très dans la contemplation, en tout cas dans un rapport au sensible, où je me frayais des petites places dans les dessins, dans le tapis, quoi. Il y avait quelque chose comme ça. Donc ça nous a accompagnés, qui est une autre forme, disons, de parole située de l'enfance, quoi. Oui, parce que dans le tissage, en tout cas, ce qui m'a marqué aussi, c'est comment vous ponctuez avec votre récit personnel, enfin, double entrée, c'est-à-dire à la fois avec la relation que vous avez avec votre fille, mais aussi votre propre souvenir de votre période d'enfant, avec cette boîte que vous ouvrez et qui revient comme ça à réactiver des états de passage que vous avez vous-même traversés. Bah oui, c'était important aussi de replacer ces histoires qui sont très liées à des histoires de racisme, d'islamophobie, dans le cadre de l'école plus générale, et de l'enfance. C'est-à-dire que c'est vraiment ce que Fatima Awasak dit, la désenfantisation de certaines personnes. Certaines personnes vont être en dehors de l'enfance et vont être plus ou moins traitées comme des enfants. Et moi, c'était important pour moi de ramener ces histoires dans une histoire plus globale de l'école, qui est en fait, ce que disait Daniel au début, une fabrique aussi de discipline des corps et des esprits qui vient normaliser en fait une parole ou des corps. Et donc, pour le moment, les cibles sont mouvantes. Enfin, depuis l'école républicaine, il y a des différentes cibles. C'est les personnes musulmanes en ce moment, mais ça a pu être les personnes qui parlaient pas la langue française à un moment, à qui on interdisait de parler telle ou telle langue. Enfin, donc c'était intéressant pour moi de ramener ça. Et donc de mon propre parcours scolaire, j'avais l'impression qu'il fallait le noter parce que ça avait à voir avec la normalisation, avec aussi le jugement, les notes, tout ce système en fait qui fonctionne ensemble. C'est une et même chose, quoi. Donc c'était pour ça que c'était important. Moi, je suis ici des quartiers populaires, donc j'avais aussi un rapport à l'école particulier, où on sentait bien qu'on n'était pas dans les établissements les plus avec le plus d'outils, je veux dire. On sentait bien on n'était pas comme les lycées du centre-ville. Mais voilà, ouais, c'était important de ramener un tout petit peu de moi, même si sans prendre trop de place, quoi. Là, vous vous êtes beaucoup intéressé à la structure école, mais on peut aussi, dans une certaine mesure, aussi questionner la structure famille, ou les structures où les mineurs peuvent être placés dans certaines situations. Et je crois que vous avez aussi questionné l'alternative, ou en tout cas la méthode ou l'espace qui peut être autre ou autrement organisé, disons. Et donc sur la question de l'alternative, de comment proposer autre chose que le cadre imposé, qui serait l'école, la famille ou l'institution d'accueil pour certains, vous avez inventé un espace, je crois, que vous avez nommé l'école expérimentale. Alors de quoi il s'agit ? Ça, c'est avec Camille Louis, donc, qui est la dramaturge du projet, qui est philosophe et dramaturge, qu'on a inventé ce dispositif. Et c'est un dispositif un peu de renversement de certaines situations où les personnes dont on avait l'impression qu'elles étaient envisagées comme justement des sujets de nos expertises ou de nos études universitaires, par exemple, donc les minorités, on avait envie de les replacer, de leur permettre d'être à une place de professeurs et de nous partager en fait leurs expériences. C'est pour ça que ça s'appelle école expérimentale, c'est parce que c'était à un moment donné se dire, il y a le savoir institué, celui qu'on apprend à la fac et tout ça machin, et en fait il y a un autre type de savoir qui est du côté de l'expérience
expériences, des existences qui doivent être transmises parce qu'en fait elles sont pleines de savoir en fait. Et donc c'est ce cadre-là de renversement, à la fois de renversement de qui apprend à qui, et puis à la fois de qu'est-ce qu'on apprend, et qu'un parcours de vie, il est aussi un parcours de vie, une expérience, une organisation en fait, elle apprend aussi énormément. Et là pour ce projet ce matin, on y était, on a eu la chance vraiment d'avoir les moyens d'inviter les 20 élèves de la classe du lycée d'Hydro à venir nous partager les résultats de leur enquête anthropologique située dans leur établissement scolaire. Ils ont fait des podcasts, ils nous ont présenté leurs podcasts, et le fait même qu'ils soient en position de sachant et d'apprenant, et que nous, adultes, on était en face en train de poser des questions parce qu'on apprenait énormément de choses. Rien que là, il se passe un truc en fait. Rien que là, il se passe un truc fort dont on a peu en fait l'habitude aussi, dans ce type d'organisation. C'est ça qu'on continue à faire. On l'a fait avec plusieurs personnes. Là, ce qui s'est passé ce matin, c'est ce pourquoi on a inventé cette école, quoi. C'était vraiment le projet de départ d'inviter ces élèves-là. Mais on a pu inviter, la Voix des Sans-Papiers à Bruxelles à venir nous donner des leçons d'occupation des espaces, puisque par exemple eux, elles et eux ont l'expérience d'occuper des espaces avec des personnes de religions différentes qui parlent pas les mêmes langues, et ils ont une expérience de cohabitation politique beaucoup plus grande que nous, quoi. Voilà, par exemple, eux, ils ont beaucoup à nous apprendre pour voilà, c'est ça l'école expérimentale. Vous êtes seul en scène, mais vous avez été donc accompagné tout au long de votre processus de recherche et de création par une grande équipe. Et c'est aussi une parole précieuse à entendre, je trouve. À vrai dire, l'univers de Léa Drouet, depuis Violence, donc le spectacle précédent, c'est un univers qui met en parallèle le conte et des choses très très factuelles qui sont liées à l'actualité. Et dans ce double mouvement, elle permet aux spectatrices de se mettre à un endroit d'écoute qui est très particulier, qui n'est pas du tout passif. C'est ce qu'on retrouve aussi dans J'ai une épée. Et pour cette nouvelle collaboration, à vrai dire, elle m'a demandé d'aller chercher au niveau du son, de développer l'univers enfantin, l'imaginaire enfantin, des paillettes, des sequins, des licornes, des matières synthétiques avec lesquelles j'ai pas spécialement d'affinité au niveau sonore. C'est ça qui m'intéresse, qui m'a intéressé évidemment, c'est d'aller fouiller de ce côté-là, de développer ce qu'on a appelé pendant la création des arcs-en-ciel à 15 000 couleurs, de diverses épaisseurs, de diverses traînées, de diverses longueurs. Et c'était très amusant de chercher de ce côté-là, évidemment toujours au service du sujet. Ici, les enfants accusés d'apologie du terrorisme. Et de la même façon que dans Violence, le dernier spectacle qui s'appelait donc Violence, ça parle de violence médiatique, de récits médiatiques qui ont évidemment des visées manipulatoires. Et ce qui est très intéressant dans J'ai une épée, comme c'était le cas dans Violence, c'était autant au niveau de la lumière que de la scénographie et que le son. On développe un monde, un univers qui est basé sur une certaine douceur, qui n'est pas du tout dans l'interpellation brutale et incendiaire. On a une façon de prendre la main des gens pour les amener dans une réflexion multipolaire, c'est-à-dire qu'on convoque plusieurs émotions en même temps. Et je pense que c'est ce double ou triple mouvement qui fait la force des pièces de Léa. Ça interpelle à des endroits très particuliers, parce que ça vient chercher au plus profond de notre imaginaire enfantin, et ça nous permet de le mettre en relation avec une actualité qui est parfois brutale, violente, et qui est en général... qui n'est pas suivie ou qui n'est pas réfléchie plus que ça par les gens, parce qu'en général on la fuit, parce qu'elle est toujours présentée avec la même musique. Et en ce qui concerne notre travail au jour le jour sur ces créations, c'est qu'il y a évidemment un texte, il y a un cap avec la dramaturge Camille Louis. Moi, je travaille en fonction des envies de sens et des envies de narration de Camille et Léa. Et ce qui est très intéressant au niveau scéno, lumière et son, c'est très collaboratif, on a énormément de place. Et à tout moment, on peut sortir des cartes, on peut proposer des choses qui vont être étudiées, parfois acceptées, rejetées, mais on peut toujours discuter. Ça, c'est très important pour moi. C'est pas un système pyramidal. Évidemment, c'est Léa et Camille qui ont la vision, le cap, mais je trouve qu'on est quand même sur un mode de fonctionnement horizontal et je pense qu'au théâtre, c'est quelque chose qui doit être développé de plus en plus, qui est très très précieux. Et c'est pour ça que c'est un développement de travail très organique et très joyeux aussi, même si le sujet n'est pas facile. Et on trouve des solutions tous ensemble.
Un apport d'Elg, votre collaborateur à la musique et aux ambiances sonores, qui raconte une collaboration organique. Mais comment vous faites pour assurer cet aller-retour entre être sur scène et regarder ce qui se fabrique sur scène pour le préciser ensuite ? Alors heureusement qu'il y a Camille Louis qui est là et pour être et qui a un regard mais de lynx, quoi. Enfin, je sais pas, c'est quelqu'un qui a vraiment qui saisit en fait tous les détails et avec qui on discute et avec qui on est un peu sur la même longueur d'onde. On dit qu'on a des esprits un peu en Bluetooth comme ça, on se comprend vite. Après mais en fait c'est vraiment grâce à l'équipe, parce qu'il y avait Marion Menant qui a assisté le projet tout du long, qui est aussi une artiste, aussi une interprète, donc qui prenait place au plateau. Je pouvais faire des allers-retours dedans, dehors comme ça. Et après c'est vrai qu'il y a une grande confiance avec les collaborateuristes du projet, enfin Nicolas Olivier ou Elg qui était à la lumière et au son. Il y a vraiment quelque chose où je suis pas en surcontrôle, quoi. J'ai pas l'impression d'être en surcontrôle, même si c'est très très en détail, mais une fois que l'idée est comprise par tous, du coup ça, après j'ai pas, en fait on sait chacun à quelle place on est, quelles sont nos capacités. Je dis toujours, il y a la mise en scène, c'est pas, je suis content qu'il parle d'horizontalité, parce que oui, il y a le savoir-faire de la décision, disons, il y a un savoir-faire la décision finale, et c'est un type de savoir-faire, mais il est pas plus élevé en fait qu'un savoir-faire musical par exemple. Donc on est assez, nos rôles sont assez bien délimités pour qu'on puisse se tisser les choses ensemble, quoi, et être un peu tous les spectateuristes de ce qui va advenir quand on met tout ensemble, quoi, un peu comme ça. Formellement, vous avez aussi choisi une adresse directe au public. Je crois que dans les premières intentions, il y avait même l'idée d'être proche d'un format stand-up pour nous raconter cette histoire. Qu'est-ce qu'elle vous permet, cette adresse directe au public, et qu'est-ce que vous cherchiez en voulant annuler un peu ce quatrième mur ? Le stand-up, c'était vraiment, à un moment donné, on voulait raconter tellement de choses différentes que je me suis dit, mais c'est quoi la forme qui peut faire qu'on passe du coq à l'âne, sans avoir à se justifier. Et donc est venue la question du stand-up. Mais alors vraiment, maintenant, elle est en arrière-fond total, quoi. Il reste des traces au début d'une sorte de prise de parole directe, mais en fait, c'est pas que lié au stand-up. Mais l'adresse directe, il y a quelque chose, il y a différents registres de parole, en fait, dans le spectacle. Il y a à la fois quand je raconte des choses de moi, où là, je suis plutôt en adresse directe, quand je raconte un peu l'enquête, en fait, qui a été menée. Puis, il y a une adresse qui est moins directe, où on plonge dans les images ou dans les histoires, et où là c'est plus immersif, où là le quatrième mur réapparaît, j'ai l'impression, même si de temps en temps je peux un peu le trouer pour aller regarder un petit peu les spectateurisses. Il y a vraiment, alors que vraiment je viens du théâtre, à un moment donné je m'en suis vraiment éloignée, j'étais plus proche de l'art plastique, de la performance, il y avait quand même, j'avais plus envie de faire de texte, j'avais plus, cette adresse publique m'énervait, j'ai eu un petit moment de désamour, et puis ensuite je me suis dit mais en fait il faut c'est bateau, ce que je veux dire, mais la question de se raconter des histoires, la question de quelqu'un qui appartient à une communauté ou une communauté large qui se lève et qui prend la parole pour parler aux autres, pour raconter des histoires qu'il a entendues. En fait, je me suis vraiment réconciliée avec ça très fort, en fait. J'ai l'impression que, à la fois raconter des histoires dans leur continuité pour qu'on puisse s'en approcher, quoi, mais à la fois, parler aux gens, en fait, se parler, c'est quand même... d'un coup, ça m'est apparu comme hyper essentiel. Et je crois qu'elle a une question pour vous. Et s'il y avait une question que je voulais poser à Léa, c'était par rapport au stand-up comedy, c'est-à-dire que pendant la création, on a beaucoup évoqué ce terme qui est représenté dans le spectacle le point zéro, c'est-à-dire le point d'adresse où la lumière est neutre, où il n'y a pas de son, où sa position à Léa est frontale, en milieu de scène, en bord de scène. Je voulais savoir si Léa avait comme projet un jour de présenter un spectacle de stand-up comedy où elle se mettrait en scène elle-même. Parce que je l'ai vue faire, et elle est extrêmement convaincante et très drôle, et elle sait très bien que je serai la première personne à acheter une place. Alors, est-ce que c'est un teasing pour la prochaine création ? Non, mais ça, c'est fou, parce que c'est vrai que j'ai une vie parallèle, à mon avis. Je sais pas si du tout j'y arriverai un jour, et il y a quelque chose de moi, mais quand même, dans cette pièce, par exemple, les gens ont ri 2 fois. Et je me suis dit, tiens, c'est pas mal, il y a quelque chose de l'humour qui que peut-être je vais de plus en plus m'autoriser comme registre, mais je pense que c'est lui qui rêve de faire du stand-up comédie, en fait, en vrai, qui projette sur moi beaucoup.
C'était Le Beau Bizarre, un podcast du studio indépendant Audio Sauti, disponible sur les plateformes d'écoute où vous pouvez laisser quelques commentaires ou étoiles. Et merci de votre écoute. Mon enfance vient de passer, vient de passer. C'est la tienne qui commence. Mon enfance vient de passer, vient de passer. Ma chance, c'est ta chance. On aura, toi et moi, des lumières merveilleuses pour réchauffer l'hiver. Et assise en terrasse, on cherchera flâneuse derrière Montparnasse. Les derniers rayons verts, tu m'apprendras